Qu'est-ce qu'un parcours PMA et qui peut en bénéficier? Pourquoi le sujet est tabou? Quelles sont les différentes techniques de PMA? Comment se déroule une FIV? Comment traverser émotionnellement et physiquement un parcours de FIV? Comment surmonter l'échec d'une FIV? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné pour vous partager l'histoire d'un parcours hors du commun, le parcours PMA. Pourquoi il est hors du commun? Parce que de tout ce que j'ai traversé depuis 6 ans, c'était une étape tellement forte émotionnellement qui m'a demandé un lâcher-prise total, tant sur le plan physique mais aussi mental et émotionnel. C'est un parcours qui demande de se faire confiance à soi, à son corps, mais aussi à la science. Et d'avancer avec cette confiance malgré le flou et le manque de réponse vers un objectif plus qu'honorable. Celui de porter la vie et de la donner au bout de 9 mois. La PMA ou AMP, l'assistance médicale à la procréation, permet à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant ou à une femme sans partenaire de bénéficier d'une aide technique pour en avoir. En France, en 2019, 3,7% des enfants ont été conçus par PMA, soit un enfant sur 27. Peu de couples partagent spontanément le fait qu'ils ont eu recours à la PMA et le sujet est tabou. Parce qu'admettre ça, c'est admettre être en incapacité naturelle d'avoir des enfants. Et on peut craindre le jugement des autres par rapport à ça, car on est très minoritaire. D'autres considèrent la PMA comme non éthique, car elle fait appel à la science, ce qui peut être considéré comme non naturel. Alors que la science n'est qu'un moyen qui soutient la démarche de base, et que le processus de création à l'intérieur du corps féminin est le même pour une PMA ou pour une grossesse naturelle. J'avoue que quand j'ai décidé de démarrer mon parcours, j'ai sondé les couples autour de moi et j'étais surprise de découvrir quelques-uns qui ont eu recours à la PMA sans en parler et d'autres qui ne savaient pas du tout ce que c'était ou comment ça se passait et qui étaient curieux que je partage mon expérience. Le but de cet épisode, c'est de vous donner toutes les informations autour du parcours en relatant mon propre vécu, ce qui permettra aussi peut-être de dépasser certains a priori sur le sujet. Je veux aussi encourager les femmes infertiles qui pourraient m'écouter, leur donner de l'espoir, mais aussi être honnête et transparente sur ce que j'ai vécu, car ce n'est pas du tout une expérience facile et ça demande d'avancer avec une incertitude constante. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'en France, la PMA est ouverte à toutes les femmes qui désirent porter un enfant jusqu'à l'âge de 45 ans. Cette limite est de 50 ans en Espagne, c'est pour ça que beaucoup de couples préfèrent concrétiser ce projet de grossesse en Espagne, où il existe d'ailleurs une plus grande flexibilité dans le processus et le gouvernement est beaucoup plus ouvert à la question. Il existe 3 techniques principales de PMA. La première, c'est l'insémination artificielle, ou la fécondation, qui est la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, a lieu naturellement à l'intérieur de l'utérus, après avoir injecté le spermatozoïde du conjoint ou d'un donneur.
La deuxième, c'est la FIV, fécondation in vitro, qui est la plus connue et la plus pratiquée en France, qui consiste en une fécondation en laboratoire à l'extérieur de l'utérus de la femme. Elle peut se faire à partir d'un ovocyte de la femme et du sperme du conjoint, mais aussi de ceux de donneurs. La troisième technique, c'est l'accueil d'un embryon d'un couple donneur ou d'une femme seule au sein de l'utérus d'une femme qui est en incapacité de produire ses propres ovocytes et donc de pouvoir effectuer une fécondation seule. Comme je pouvais produire mes propres ovocytes, la technique qui m'a été recommandée par mon gynécologue, c'est celle de la FIV. J'en avais entendu parler il y a quelques années sans vraiment me pencher sur le sujet. Et j'avais des a priori négatifs sur le processus, en disant que je ne le ferais jamais car ça allait être nocif pour mon corps. 6 ans après, j'ai décidé de me faire confiance et d'avancer avec mon corps, main dans la main, vers mon rêve de devenir maman. Avant d'expliquer les différentes étapes et comment je les ai vécues, si vous êtes touché par l'infertilité et que la PMA vous intéresse, sachez que la Sécurité sociale rembourse à 100% 4 tentatives de FIV. Peu importe le nombre d'embryons issus de chacune. Si vous suivez le parcours public, c'est-à-dire à l'hôpital, tout est donc pris en charge. En terminant l'épisode précédent, je vous ai fait part de notre grande surprise face à la découverte de quelques follicules dans mon utérus. Alors qu'avec mon conjoint, on était dans un processus de deuil par rapport à la parentalité. Ce jour-là, le gynécologue nous explique les grandes étapes d'une FIV et ça nous semblait tellement compliqué. Il nous tend un livret d'une 50aine de pages avec des formulaires à remplir, des attestations, des documents à lire et nous dit de prendre notre temps pour y réfléchir. Quand nous serions prêts, il suffit de lui envoyer un mail, ce qui déclencherait le processus administrativement. Ce jour-là, je me disais que j'étais peut-être en train d'ouvrir un nouveau chapitre, mais qu'il était totalement flou, improbable, incertain, alors que jusque-là, je pouvais être maîtresse des événements et contrôler ce qui m'arrivait. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai sérieusement réfléchi au podcast. Je me disais, il faut que je parle de tout ce que j'ai vécu. Il faut que je partage ce qui s'est passé pour en arriver là. Et que je partage aussi ce que je vais vivre quand j'entamerai cette PMA, peu importe l'issue. Le rendez-vous est donc pris pour fin août 2023. Fin août, je démarre mon voyage pour espérer devenir maman un jour. On avait décidé de garder notre projet secret et on a passé un bel été en attendant avec impatience la date du 28 août. Fin juillet, on a rendez-vous avec la biologiste qui allait s'occuper de la partie biologique du processus de la FIV. Elle nous explique les étapes, puis on a plein et on ne retient que peut-être 10% des informations. Et on se disait qu'on découvrirait les choses au fur et à mesure. J'avoue que plus j'avançais, plus j'étais épatée par le miracle scientifique qu'une rencontre cellulaire dans un labo pouvait engendrer. Et j'enviais quelque part la biologiste d'être l'initiatrice de l'opération et de pouvoir assister à tant de miracles derrière son microscope. La date du 28 août arrive enfin. Ce jour-là, je devais arrêter la pilule et attendre un premier cycle spontané pour démarrer officiellement la FIV. C'était un lundi et j'avais rien programmé cette semaine-là, car je voulais être au calme à l'arrivée de mes règles. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait venir et j'avais bien évidemment peur qu'elle soit accompagnée d'une crise d'endométriose. Mais bon, je n'étais pas à une crise près, surtout aussi près du but. Il se passe rien et le vendredi, on se rend chez le gynéco qui nous informe qu'on lance la FIV cette nuit-là, car mon cycle commençait même si je ne saignais pas. La première étape de la FIV est la stimulation ovarienne. Il s'agit d'une période de 10 à 14 jours pendant laquelle on stimule les ovaires à travers la prise d'un traitement hormonal sous forme d'injection quotidienne. Le but est de produire un maximum de follicules car les follicules naturels ne sont pas suffisants. Durant cette étape, des échographies sont faites pour observer l'évolution de la production et le gynécologue peut ajuster le traitement en fonction de ce qu'il voit.
On repart donc avec un tableau où sont renseignés les dosages des 3 premiers jours. Et il nous donne rendez-vous lundi d'après pour la première écho de contrôle. À 21h ce soir-là, on fait la première piqûre. Je ne me sentais pas capable de la faire toute seule, tellement je tremblais et j'avais aussi peur de me tremper dans le dosage. La première piqûre reste quand même historique. Et après, il fallait gérer toutes les pensées qui viennent et qui nous font interroger sur ce qui se passe dans mon corps. Pourquoi je ne sens rien? Est-ce que je vais avoir des effets secondaires? Est-ce qu'on a piqué au bon endroit? Et ainsi de suite. Le lundi d'après, on était chez le gynéco à 7h15 du matin, avec un réveil qui piquait à 5h30. Les échographies doivent toujours avoir lieu le plus tôt possible, car après, il y a un bilan hormonal effectué dont le résultat arrive généralement vers 14h. Si le dosage doit être ajusté, on doit prévoir un passage à la pharmacie au cas où pour se procurer les injections. Pour anticiper, j'ai tenu au courant mon pharmacien de la FIV et je lui ai demandé de toujours me garder un paquet de traitements au cas où je dois le récupérer en urgence. Si vous entamez une FIV, je vous conseille d'anticiper et de vous organiser avec votre pharmacien car les traitements ne sont jamais en stock. Ce lundi-là, on observe l'apparition des premiers follicules et le gynéco me dit que ça commence très timidement. Il décide donc de doubler le dosage jusqu'à la prochaine échographie. Je pense qu'on en a fait 3 ou 4. Le rendez-vous dure à peine 10 minutes. Je me déshabille, il insère la sonde et on observe les petites formes colorées dans l'utérus. Il les compte, note leur taille, nous remplit notre fiche d'hormones et on repart. Je ne savais pas à 100% ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Quelles étaient mes vraies chances de tomber enceinte et quelles étaient les prochaines étapes. Pour la première fois, je voulais me laisser porter par ce qui arrivait. Juste suivre des indications, écarter mes jambes quand il fallait le faire, respirer un bon coup avant la piqûre et c'est tout. Dans ce processus de lâcher prise, j'avais aussi décidé de ne pas aller sur internet, sur des forums, lire des choses qui allaient peut-être me faire peur ou m'enlever mon optimisme. J'étais en forme même si les doses ont été augmentées. Je me demandais même si les effets secondaires du traitement existaient vraiment. C'était une période où je n'ai pas arrêté de travailler. J'allais donner mes cours sans problème et la FIV s'intégrait bien dans mon planning, même si les rendez-vous étaient fixés toujours au dernier moment et qu'on pouvait jamais se projeter au-delà de 2-3 jours. Moi qui voulais tout le temps avoir le contrôle de mon temps, mon agenda, mon organisation personnelle et professionnelle, j'ai compris avec la FIV que je devais complètement lâcher cette obsession pour l'organisation parfaite et le processus me le rendait bien. L'étape de la stimulation ovarienne s'arrête quand le gynéco estime avoir un bon nombre d'ovocytes avec une bonne taille. Dans un cycle naturel, entre le 11e et le 13e jour a lieu l'ovulation. Dans un parcours FIV, il faut donc la bloquer hormonalement et la déclencher 36 heures exactement avant l'une des étapes clés, qui est la ponction, durant laquelle on fait le recueil des ovocytes matures. La ponction se fait sous anesthésie générale et ne dure qu'une dizaine de minutes en général. Le 13 septembre 2023, je me présente donc au centre PMA pour la ponction et je n'avais aucune idée du résultat de cette dernière. Ça se passe comme une intervention normale avant laquelle l'anesthésiste nous endort. Je suis endormie rapidement et à mon réveil, je vois direct mon gynéco arriver vers moi avec un regard souriant derrière son masque chirurgical. Il me fait le signe de 10 avec ses doigts et je devine qu'il a réussi à ponctionner 10 ovocytes, ce qui est un très bon nombre et il en était tellement content. Je retourne à la chambre, je retrouve mon mari et je lui apprends la grande nouvelle. Pourquoi c'était une bonne nouvelle? Parce qu'il arrive qu'après une stimulation ovarienne, aucun ovocyte ne tienne. Et la ponction est donc un échec. J'en avais 10, donc même si un réussit à aller jusqu'au bout une fois fécondé, ça sera quand même une réussite par rapport à d'autres femmes pour qui l'aventure peut s'arrêter à cette étape. Le lendemain, la biologiste m'appelle et m'informe que 8 sur 10 ont survécu à la fécondation et que je devais m'armer de patience jusqu'au transfert pour savoir combien survivront sur les 8.
Le transfert, c'est l'étape où un ovocyte fécondé, qui devient à cette étape un embryon, est transféré dans l'utérus. Cette étape a lieu 5 jours exactement après la fécondation. C'était 5 jours d'attente insoutenable, car je ne savais pas combien d'embryons vont pouvoir survivre, est-ce qu'ils vont pouvoir s'accrocher une fois dans l'utérus, etc. Et le jour du transfert allait être aussi un jour décisif. Car l'acte se fait sans anesthésie et pour la première fois, le gynécologue allait faire l'examen avec un spéculum. C'était la plus grosse dernière grande étape de tout mon parcours. On y était enfin. Avec ma kiné, on avait fait une simulation et j'ai pu tenir 5 minutes. Mais c'était vraiment douloureux et elle n'était pas sûre que le jour J, je réussirais avec le gynéco. J'étais à une marche de la fin, mais pas si sûre que je pouvais la franchir. J'informe le gynéco de la situation, il me rassure en me proposant exceptionnellement de faire le transfert sous anesthésie générale, ce qui ne se faisait jamais avec les autres patientes. Sa proposition me fait plaisir, mais c'était à demi-teinte. Ça faisait 1 an, jour pour jour, quasiment, que je préparais ce transfert physiquement et mentalement. Vivre le transfert en étant éveillée permettait aussi à mon mari d'être dans la même pièce que moi et d'assister à ce moment magique de l'arrivée de l'embryon dans mon utérus. Une part de moi voulait le faire sans anesthésie. Je voulais me faire confiance à mon corps et j'étais sûre que tout se passerait bien car j'étais tellement bien soutenue par mon gynéco qui, je sais, ne me fera jamais mal physiquement. Mais j'avais tellement peur que ça échoue, que le blocage revienne, que je repense à l'abus de mon enfance et que je fasse tout échouer. Le jour J, j'arrive à la clinique et on m'informe que 3 beaux embryons m'attendaient. J'avais donc droit à 3 tentatives de FIV, 3 chances de tomber enceinte dans les 3 prochains mois. C'était une belle nouvelle qui m'a fait oublier le stress du jour. J'étais la dernière à passer ce jour-là et tout était prêt pour que ça se fasse sous anesthésie générale. J'entendais les infirmières se parler entre elles et elles se demandaient pourquoi elles étaient là et pourquoi on parlait d'anesthésie pour un acte si simple. On me fait entrer dans la pièce, je monte sur la table, on m'écarte les jambes, on m'installe l'écran de l'échographie et le gynéco me demande quelle musique je voulais qu'il mette. Je me sentais déjà dans un état second. L'émotion montait et j'ai répondu « Je veux entendre le bruit de la mer ». Il m'explique qu'il va ouvrir le spéculum sur 2 temps et que dans 1 minute 30 très exactement, mon embryon allait arriver dans la pièce. Tout était chronométré et en parallèle, mon mari était avec la biologiste à côté pour vérifier les documents qui certifiaient que l'embryon était bien le nôtre. Le gynéco insère le spéculum et m'annonce qu'il est ouvert. Et moi, je n'ai absolument rien senti. Aucune gêne, aucune douleur, j'étais en larmes. Les infirmières ne comprenaient pas mon émotion et essayaient de me calmer car ma fréquence cardiaque augmentait. La pipette avec l'embryon arrive, le gynéco l'introduit et me dit d'être attentif à l'écran car je vais voir un point blanc apparaître puis s'accrocher. Je le vois mon embryon, c'est peut-être un futur bébé. Le temps s'arrête et j'ai du mal à croire que ce que j'ai vu à l'écran se passe en vrai à l'intérieur de moi. Quelle journée c'était! Je pense que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Contrairement à ce que je vous ai raconté depuis le début de Désaligné, cet événement est tellement frais dans ma tête, j'ai l'impression que j'arrive à visualiser les images à 100% et que ma mémoire a réussi à canaliser chaque détail. Ce qui fait que j'ai l'impression de revivre le moment physiquement à cet instant précis. À partir de ce jour-là, on devait attendre minimum 10 jours pour faire un bilan sanguin et savoir si l'embryon a réussi à tenir jusqu'au bout et si j'allais enfin tomber enceinte. L'attente était la plus longue de toute mon existence, surtout que les premiers jours, je ne sentais rien. C'est d'ailleurs ce qui a à retenir entre autres dans un parcours FIV. Notre corps est en train de vouloir fabriquer un humain avec des moyens techniques assez poussés, mais physiquement, il n'y a aucun ressenti.
Au bout de 5 jours, j'ai commencé à désespérer et à me dire que ne rien sentir veut dire qu'il n'y aura pas de bébé. Ce qui était difficile aussi, c'est de vivre avec la menace de découvrir que j'avais mes règles. Ça signifierait là l'échec de cette première tentative. Au bout d'une semaine, des symptômes ont commencé par apparaître. De la fatigue principalement, je me sentais aussi gonflée de partout, surtout au niveau de mes seins. Et je me disais que c'était peut-être les premiers signes d'une éventuelle grossesse. J'ai ensuite commencé à saigner. Et ces saignements pouvaient signifier que j'avais mes règles, mais aussi que la nidation avait été faite et que mon embryon a réussi à tenir. Je voulais y croire, tellement y croire. Mais l'espoir a fini par s'estomper quand j'ai fait le bilan et qu'il était négatif. Tous mes symptômes n'étaient donc pas des symptômes de grossesse, mais des symptômes de règles. Quand j'ai réalisé que je n'étais pas enceinte, j'ai poussé un cri de douleur strident en sanglotant de toutes mes forces. Et j'étais catégorique dans mes paroles. Je ne ferai pas une autre tentative. Le chagrin était intense, tellement intense, et je le sentais dans mon ventre et au milieu de ma poitrine. C'était comme un deuil, même si on parlait d'un embryon d'à peine quelques jours. Et je me disais que ce que je ressentais, c'était le pire truc qu'un être humain puisse vivre. Comment je vais pouvoir me lancer là-dedans une deuxième et peut-être une troisième fois? J'étais sûre que je n'en étais pas capable. Depuis le début du parcours, j'avais décidé de me laisser porter par ce qui arriverait. Je ne voulais pas faire des recherches poussées et consulter les chiffres dans les moindres détails. Je me disais que si je l'avais fait, le choc aurait peut-être été moins brutal. Le gynécologue me dit d'attendre la fin des règles et de revenir le voir. On le retrouve donc une semaine plus tard, il était déçu, mais pas du tout défaitiste. Il nous a dit qu'il faut quand même prendre en compte que mon corps avait son premier cycle depuis très longtemps et que parfois il fallait laisser à la nature un peu plus de temps pour que les choses se fassent. Comme je n'avais pas assez de temps, vu mon âge et l'endométriose, on repart pour une deuxième tentative sur le cycle suivant. Le processus est le même que la première fois, mais avec beaucoup moins d'hormones et une simple échographie de contrôle avant le deuxième transfert. Le jour du deuxième transfert, on ne savait pas quelle posture adopter avec mon conjoint. On ne voulait pas être confiant pour ne pas subir le même choc que la première tentative, et on ne voulait pas non plus être pessimiste et mal vivre le moment alors que la tentative pouvait marcher. À la fin du transfert, je reste les jambes écartées à fixer l'écran qui montrait l'embryon. À l'intérieur de moi, même si je n'avais aucune certitude sur l'issue de cette deuxième tentative, je me sentais en paix. Et je me disais que j'étais plus prête à accueillir la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Entre les deux transferts, je suis revenue à la raison et je me suis dit que si l'embryon ne tenait pas, c'est que le timing n'était pas le bon pour lui. Je ne voulais pas qu'il s'accroche au début et que je finisse par faire une fausse couche plus tard. Je voulais laisser mon corps faire les choses à son rythme. 10 jours plus tard, je fais mon bilan sanguin, on reçoit le résultat, on ouvre le PDF qui nous annonce un deuxième résultat négatif. Je suis bien évidemment déçue, mais pas du tout abattue comme la première fois. Ce jour-là, on se rend compte que ce processus de PMA devenait assez lourd à porter à deux. De mon côté, ma mère continuait à me mettre la pression par rapport à la grossesse et je ne voulais rien lui partager, ce qui décuplerait la pression. Mais je l'appelle ce jour-là et je lui raconte tout. Même si elle était touchée par l'échec des deux tentatives, elle était quand même assez contente d'apprendre qu'un processus pareil a été déclenché. On a aussi informé mes beaux-parents qui ont eu la même réaction que ma mère. Ma belle-mère m'a dit qu'elle pensait qu'on ne voulait pas d'enfants car les années passaient et on leur annonçait rien. Je pense qu'il y a eu un avant et un après parcours FIV car c'est un processus qui m'a tellement appris la patience et la foi, au-delà de toute la foi que j'avais en moi depuis toujours. L'expérience est tellement riche et nous apprend comment avancer malgré l'incertitude et les chiffres bas des réussites des tentatives. Ce qui est à retenir, c'est que quand une FIV échoue, on n'a quasiment aucune explication car beaucoup de paramètres entrent en compte. Il faut être prêt à accepter ce détail car si on veut s'accrocher à des raisons scientifiques,
en finit par perdre la tête. Je me sens reconnaissant d'avoir eu recours à ce parcours car je pense qu'au fil de mes expériences, je suis devenue quelque part addict aux difficultés. J'ai l'impression que plus l'épreuve est insurmontable et dure, plus elle vaut la peine d'être vécue, car elle va certainement m'apporter des choses au-delà de là où je veux arriver. Par rapport à d'autres femmes qui veulent devenir maman, mon infertilité était causée entre autres par mon incapacité physique. Et même si je n'ai pas réussi à réaliser un de mes rêves les plus chers, j'ai réussi quand même à dépasser un blocage physique qui m'handicapait tellement depuis que je suis enfant. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. Si vous saviez depuis quand je voulais partager avec vous ce bout de chemin tellement spécial dans mon parcours. J'ai très hâte de vous retrouver pour la suite et il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt.